viennent des intervenants extérieurs, long terme, qui considèrent, tiens, il y a un mouvement qui se produit, j'achète à ce niveau-là, ou à la baisse, ça peut être, on fait un test à la baisse, et le marché redescend trop bas, et par exemple, c'est ce qui s'est produit un petit peu, là on avait ce mouvement, donc cette phase de consolidation qu'on pourrait situer un petit peu comme ça, un bloc AM, donc je dis, ici on consolide, test au-dessus, poum, il est renvoyé à l'intérieur, test à nouveau au-dessus, poum, il est renvoyé, et même carrément très fort puisqu'il traverse la zone de consolidation one shot et il va descendre très bas. Et ça c'était hier, etc. Et là on pouvait dire tiens c'est parti. Mais déjà comment ça s'appelle, on voyait poindre un retour dans la zone de consolidation et on revient à nouveau dans la zone de consolidation. Ça signifie que cette zone là, ce point des 4950 a été rejeté. C'est un prix trop bas. Donc il a fait rentrer de nouveaux intervenants qui ont dit non, moi là-dessus, je paye, j'en prends, donnez-moi, ok, envoie, je paye. Et donc ils ont renvoyé le marché, c'est-à-dire qu'ils ont renvoyé le marché dans la zone des 5050. Pour l'instant, la vraie valeur du marché, c'est 5050. Donc là, on est à la croisée des chemins. Est-ce qu'on a vraiment fait le top? En Elliott, je vous dis, surtout que ce niveau-là n'est pas très clair. La décomposition pose un petit problème parce qu'en Elliott, c'est pas très clair ici. Donc là, j'ai un doute. Est-ce qu'on a vraiment fait le sommet à 5100 et qu'on engage cette correction jusqu'à 4950 et ensuite 4800 environ et après on repartira à la hausse? Ou est-ce qu'on va faire? On va monter un petit peu plus haut. Alors, à ce moment-là, c'est pas très grave. Pour moi, je pense qu'on va faire la consolidation, on va la faire dans pas longtemps. On va monter peut-être à 5150, 5160, et derrière, on va revenir et corriger pour aller chercher les 4800. Donc globalement, tant qu'on ne sera pas passé pour l'instant vers 4800, moi je serais plutôt inquiet. J'aime pas trop parce que je suis un peu à la croisée des chemins et je me mouille pas trop sur ce niveau-là puisque j'ai des doutes. Je pense qu'on est globalement sur long terme haussier. Donc là-dessus, plutôt, dès qu'il y aura des creux, mais c'est facile à dire, j'achète des creux, chaque fois le creux, est-ce que c'est le creux le plus bas qui s'est produit, etc., pour acheter la reprise, mais globalement, s'il y a un creux qui se produit et un début de reprise, plutôt essayer d'acheter et de payer, et j'aimerais bien qu'on aille faire nos 4800 avant, pour pouvoir purger ce mouvement et pouvoir redémarrer sainement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté ces derniers temps et qui portent. Donc évidemment, il n'y a plus de flux. Il faut qu'il y ait un flux d'acheteurs qui entrent dans le marché. Il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait des capitaux. S'il n'y a plus de flux, si tout le monde il y a un surconsensus de gens qui sont acheteurs, parce que quand on dit le QI, quand on dit patati patata, toutes les raisons, etc., toutes ces raisons-là, tout le monde les connaît. Et aujourd'hui, ça fait déjà un petit moment. Donc quand on arrive sur ces niveaux-là, qu'on commence à s'infléchir, etc., ça serait bien qu'il y ait un petit peu de dégonflement, qu'il y en ait qui ressortent un petit peu leur position, ça redescende un petit peu, et hop, à nouveau, on puisse se repositionner. Si tout le monde est acheteur à plus de 75%, ça aura beaucoup de mal pour payer. Il n'y aura plus de flux, il faudrait un nouveau flux extérieur de nouveaux gérants. Alors on dit que les fonds, les hedge funds américains, qu'on sont en train de commencer à alléger sur les marchés américains pour se repositionner sur l'Europe, ce qui pourrait donner un nouveau sang et une nouvelle et repartir et relancer la hausse. Mais c'est déjà fait un petit peu. Donc c'est ça qui est un peu dangereux. Voilà un petit peu ce que je peux penser. 4810. Oui, non, mais sur 4810, je vous ai dit, j'achète jusque-là. Ce qui va se passer, c'est qu'entre 4810 et 4560, par exemple, c'est qu'on va aborder les choses différemment. Considérant que le marché enverrait à ce moment-là une indication d'arrêt qui ne serait plus à ce moment-là très ponctuel, mais peut-être plus long, ce qui est assez peu probable, en fait. Ça pourrait être quand même assez... On devrait quand même conserver une attitude assez dynamique, sauf éléments extérieurs, imaginons embrasement de la situation avec le Yémen, etc. Mais probabilité faible, preuve en est que ça fait paniquer un petit peu les marchés et c'est reparti. Autre chose, toutes les références de prix qu'on vous donne aujourd'hui, il faut savoir les comprendre. Le CAC 40, donc hors dividende, ça veut dire qu'aujourd'hui, en avril, jusqu'au 3e vendredi d'avril, vous avez un indice sur lequel il n'y a pas d'anticipation de dividendes pour la fin d'avril. Au mois de mai, vous allez avoir des dividendes distribués. Il y aura 65 points à peu près de dividendes. Donc, à toute chose égale par ailleurs, le CAC 40 va perdre 65 points au mois de mai. Et il va en perdre 55 de plus environ au mois de juin. Donc par exemple, vous voyez, quand on dit 4810 aujourd'hui, ça voudra dire, si à toute chose égale par ailleurs, si on parle des mêmes niveaux de prix de référence, ça sera 4700. C'est-à-dire que, imaginons qu'on n'ait pas cassé le 4810,
Si je devais prendre ce point en considération encore au mois de juin, le niveau qui serait identique à 4810 aujourd'hui, ça serait 4700, à cause de la distribution des dividendes qu'il y aura entre le troisième vendredi d'avril et donc le troisième vendredi du mois de mai, puis le troisième vendredi du mois de juin. Pensez à ça, c'est super important, parce que c'est pour ça que les références de prix ne sont pas des constantes. Voilà, c'est une des caractéristiques fortes du marché français, parce que les dividendes sont donnés pour la plupart des sociétés au même instant. Ils sont détachés au mois un petit peu en avril, mai fortement, juin fortement, en dehors des sociétés comme Total, etc., qui, eux, ont pris un peu le système américain, c'est-à-dire un dividende tous les trimestres. Mais pour la plupart des sociétés, c'est one shot. Et donc, vous avez des gros spreads à ce moment-là, des gros écarts voilà, d'indices sur les détachements de dividendes. D'accord. Donc, on ne va pas faire les autres marchés parce qu'on n'a pas le temps. Par contre, on va faire quelques questions, si vous voulez. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions? Non. Tout le monde dort. Alors, une question? Après les 4 000. La nouvelle vague, quel est votre objectif pour la dernière vague? Une fois qu'on aura fait 4008, qu'après donc, non, alors, c'est un peu compliqué parce que il y a plusieurs circonvolutions au niveau d'Elliott. Donc, normalement, on devrait monter à 5002, revenir à nouveau sur 4008, et après partir sérieusement vers les 5006 pour la fin de l'année. Voilà un petit peu ce que... Mais, comme toute l'analyse technique, si ça diffère, je n'hésiterai pas à changer mon fusil d'épaule et à adapter en fonction. J'ai rien à prouver à personne. Alors, si, évidemment, justement, souvent je dis, c'est pas très bon ces conférences, parce que psychologiquement, on se mouille, et ensuite, on a envie d'avoir raison, évidemment. On est emmerdé d'avoir dit un truc qui marchait pas. Or, l'analyse technique, c'est pas une boule de cristal. Il n'y a pas de boule de cristal. C'est plutôt des prévisions, André, des anticipations. André, tu fais comme moi, tu sais ce que tu dis. Tu dis, j'ai toujours raison, mais parfois le marché change de sens. Très bon. Et j'ai bien aimé ce que tu m'avais envoyé aussi comme mail là récemment. En ce moment, ils sont tous très forts parce que le marché monte tranquille, c'est évident. Oui, tout à fait. On sait très bien que tous les gens viennent nous dire, et tu rappelais en 2000, quand les marchés montent très fort, on a toujours des gens qui viennent nous voir et qui nous disent le day trading c'est facile. Facile, ça fait combien de temps que vous en faites? Oh, ça fait 15 jours. 15 jours, genre, je me suis mis au day trading, facile. Vous coupez? Non, je coupe pas, je coupe jamais. Le marché monte, donc forcément, au bout d'un moment, il a gagné. Puis au moment, un jour ou l'autre, il prend une raclée et c'est fini, terminé. Les vrais traders, normalement, sont même meilleurs dans la baisse. Donc c'est pas dans la hausse. Si vous jouez la hausse facilement et que vous dites je suis day trader ou scalper et que c'est parce que c'est haussier, méfiez-vous, attendez que ça baisse et là on verra si vous commencez à être un petit peu bon, à avoir un peu de doigté par rapport au marché. Et sachez qu'on ne gagne malheureusement pas toujours, c'est dommage, ça serait mieux, mais et on a des fois, on se prend quelques petites raclées, on essaye que ça soit le moins nombreux. Donc plutôt 5006 vers la fin de l'année. Donc on se reparlera d'ici juin, peut-être au 5 juin au Friday Forex, et sinon en septembre à Champéret. D'autres questions? Oui. Merci pour votre présentation. J'ai juste une question. Quels sont les indicateurs que vous privilégiez pour anticiper un retournement de situation? Alors, d'abord, indicateurs techniques, moi je privilégie pas les indicateurs bornés. Donc les surachats, surventes, j'aime pas ça. Parce que selon la force du mouvement, comme l'a dit tout à l'heure David, tout de suite on va coller au plafond, ou tout de suite on va coller au plancher. J'aime pas ça. Donc j'utilise, et j'aime bien des indicateurs que je comprends très bien. J'aime bien le momentum. Et si j'aime bien, c'est le momentum 14. Donc, parce qu'il me réussit bien, je le comprends bien, c'est facile, c'est la vitesse de marché, c'est le jour d'aujourd'hui, moins que le cours d'il y a 14 jours, c'est facile à comprendre, c'est la vitesse de marché, c'est facile.
Voilà, moi je suis une petite tête, c'est tout. Je suis plus graphique, je suis plus chartiste, plus Elliott, etc. Donc l'indicateur. J'aime pas trop les indicateurs, ça retraite l'information. J'aime pas quand on retraite l'information. Je préfère l'effet brut. Vous me donnez l'effet brut, moi je retraiterais personnellement dans ma tête. Donc j'aime pas trop les indicateurs. Ensuite, les divergences baissières de retournement, c'est ça qui va sans doute marquer le plus le retournement et qui va venir conforter une décomposition Elliott que j'aurai. Alors est-ce que Elliott c'est un indicateur technique pour vous? Non, normalement non, c'est une méthode. Mais moi je suis plutôt Elliottiste, voilà comment je vais faire. Jean-Louis? Des choses simples toujours, parce que sinon on n'arrive pas à prendre de décision. Des moyennes mobiles et des configurations de chartistes qui vont avec. Bon, après, il faut le développer, mais bon, ça se fait pas en 5 minutes. C'est sûr qu'il y a toujours un peu de complexité à développer des figures de chartistes où il y a en même temps des situations exploitées avec les moyennes mobiles, parce que c'est pas simplement des croisements de moyennes mobiles. Il faut aussi voir à ce moment-là comment se situent les pentes des moyennes mobiles. Prenons par exemple une moyenne mobile un petit peu longue, autour de 20, puis une moyenne très très courte, même autour de 5. Si vous travaillez ces moyennes, vous arriverez à faire quelque chose. Elle vous donnera des indications à partir du moment où vous saurez comment les exploiter. C'est sûr que des moyennes mobiles qui montent et qui se croisent, c'est pas non plus une indication que le marché va se retourner, hein, par exemple. La théorie des moyennes mobiles, par exemple, c'est que, prenons une moyenne mobile 28, par exemple, qui est un chiffre clé. Si vous mettez en jour, pour déclencher un signal sur une moyenne mobile, il faut que la moyenne mobile se mette à plat. Vous ne pouvez pas déclencher un signal de vente sur une moyenne mobile qui monte. C'est pas possible, ça n'existe pas. La théorie de base, c'est qu'il faut que la moyenne mobile se mette à plat. Les gens l'oublient. Donc rien que ça, ça apporte une dimension presque derrière chartiste, parce que pour qu'elle se mette à plat, il faut d'abord que c'est déjà freiné. Il faut qu'il y ait une dérive horizontale minimum pour pouvoir freiner la moyenne, que sa progression s'arrête, qu'elle commence peut-être à baisser un peu, etc. Voilà, donc, mais toujours de toute façon pour moi, hein, prendre des choses simples, jamais d'indicateurs sur achat, sur vente. Tous ceux que j'ai vus faire ça en 30 ans ne sont plus là aujourd'hui. Ou alors ils n'ont pas fait grand-chose, ils ont beaucoup parlé, mais ils n'ont pas agi. David? Alors, personnellement, je n'utilise aucun indicateur mathématique. Je regarde comme les M. Malpel et M. Cussac, la manière dont le graphique s'articule. On a une sensation de contrôle lorsqu'on multiplie les indicateurs mathématiques. Mais plus il y en a, et plus ils peuvent se confondre, s'infirmer et se confirmer, et ce qui pose problème pour les investisseurs que nous sommes. Donc plus vos graphiques sont épurés d'indicateurs, et plus vous regardez essentiellement ce qui se passe du graphique d'un point de vue justement chartiste, figure de retournement, de continuation, niveau de support et de résistance, plus vous prenez l'habitude de photographier le marché comme cela, et plus vous y verrez en fait la réalité des choses. Plus vous multipliez le nombre d'indicateurs, et plus vous avez de risques de vous embrouiller. D'autant plus que dans les indicateurs, il y a des différentes catégories d'indicateurs, et à force de discuter avec pas mal d'investisseurs particuliers, je me rends compte que parfois ils cherchent à démontrer quelque chose avec un indicateur qui ne correspond pas nécessairement à ce qu'ils cherchent à démontrer. Donc il y a différentes catégories d'indicateurs. Pour pouvoir utiliser un indicateur, faut-il encore savoir ce que l'on cherche et ce que l'on veut vouloir confirmer ou infirmer. Maintenant, ce que nous faisons dans iWave, j'ai dit que je n'utilisais pas d'indicateur mathématique sur les graphiques. En revanche, nous avons une gamme d'outils quantitatifs qui permettent de mesurer l'intensité d'un mouvement, la tendance principale d'un mouvement et par exemple la classification des actifs forts et des actifs faibles. Ce qui se passe parfois, c'est que, le plus souvent d'ailleurs, c'est que dans la sphère des investisseurs particuliers et même des investisseurs professionnels, nous avons un avis qui est très subjectif. C'est-à-dire qu'un graphique, c'est une image, et de cette image, fonction de la position que nous avons, qui est peut-être haussière ou baissière, on a envie d'y voir, par exemple, que le marché va progresser si on est à la hausse, et on va mettre de côté toutes les informations discordantes, qui, en fait, peut-être devraient nous permettre de réfléchir et dire « tiens, ça va baisser ». Donc, sachant que la lecture d'une graphique peut être subjective,
il est très important, enfin, de notre point de vue chez iWave, d'y associer un certain nombre d'indicateurs que nous avons produits, des indicateurs quantitatifs qui mesurent l'intensité d'un mouvement, la variation d'un mouvement, mais de manière complètement objective. Donc il y a la possibilité de pouvoir corroborer ce qui se passe dans un graphique. Ok, j'ai par exemple mon avis sur le graphique, ok, c'est haussier, avec un certain moment ici de décélération. Est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir corroborer à base d'indicateurs quantitatifs propriétaires? Voilà ce que nous faisons en tout cas chez iWave, et voilà la manière dont je puis prendre. Donc, je n'utilise aucun indicateur mathématique me concernant sur la partie graphique, mais j'utilise des indicateurs quantitatifs propriétaires qui permettent de mesurer l'intensité, la force d'un mouvement. Est-ce qu'il ralentit, est-ce qu'il accélère? Ouais, c'est vrai que l'analyse est toujours subjective, difficilement objective, et c'est vrai que l'idée d'apporter de l'objectivité à un trader, c'est quelque chose de très important. Après, il y a différents types de subjectivité, ça dépend des biais cognitifs qu'on peut avoir rencontrés. Souvent, les gens qui ont perdu beaucoup d'argent vont systématiquement avoir peur de la baisse, donc voilà, ils ont du mal à acheter. Et ceux qui ont tout le temps gagné dans les phases de hausse, vont avoir évidemment un comportement très différent. Donc je suis acheteur et je perds parce que donc je vais avoir peur de la baisse, je suis vendeur et ça monte et je vais avoir peur de la hausse. Ça, ce sont des biais cognitifs malheureusement que l'on peut difficilement éviter pour des traders qui tradent depuis longtemps, hein, je parle. Moi, je connais des gens qui sont toujours complètement traumatisés par le crack de 87, par le crack de 90, 91, là, par tous les suivants, mais c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup d'épisodes extrêmement violents à la baisse. Donc il y a des gens qui n'arrivent pas à acheter, et dans un graphique, ils ne voient que la baisse, c'est-à-dire potentielle, que la baisse potentielle. Ils ont peur de ça, donc ils n'arrivent pas à acheter, ils ont du mal à acheter. Et c'est vraiment compliqué pour eux, c'est vraiment compliqué. Il y a quand même aussi, de toute façon, pour les traders, un biais, je sais pas, enfin moi personnellement j'ai un biais baissier, tout le temps. Bah t'as un traumatisé de 87. Non, j'étais sur le beat, mais non, je suis pas traumatisé, mais je suis baissier parce que en trading, c'est beaucoup mieux la baisse que la hausse. La hausse, ça vient, pas en ce moment, c'est vrai, mais en règle générale, c'est long, c'est fastidieux, c'est fatigant, c'est pénible, laborieux, alors que la baisse, c'est le nettoyage. Par le vide, ça va très vite, comment ça s'appelle, on gagne.